Nous sommes dans le forum francophone sur la gouvernance du numérique et de l'IA, qui s'est déroulé à Genève les 5 et 6 juillet 2025, dans le cadre du panel thématique Diversité et découvrabilité, qui devait répondre à la question quelle gouvernance pour promouvoir et rendre davantage visibles les contenus francophones, qu'ils soient nationaux ou locaux et qui sont en ligne. L'atelier 1 répondait à la question comment mettre en place des mécanismes de mesure de la pluralité culturelle et linguistique des contenus en ligne. Donc voici une introduction brève de 5 minutes à cet atelier. Nous avons vu en plénière que le thème de la découvrabilité, ce concept a été conçu et créé au Québec il y a, je pense, 2 ou 3 ans, il n'y a pas très longtemps, et il a été conçu et créé en pensant au contenu culturel. Et toutes les activités autour du concept de découvrabilité sont très reliées au contenu culturel et aux acteurs culturels. Moi, j'ai interprété, quand j'ai vu ce concept qui m'intéressait énormément parce qu'il correspondait à des besoins que je ressentais depuis quelque temps, mais moi, je l'ai interprété dans mon contexte, qui est le contexte scientifique. Et la question se pose de la même manière, et je crois qu'il est intéressant de faire le parallèle de ce concept entre le secteur culturel et le secteur scientifique pour en voir les différences et les ressemblances et peut-être trouver s'il y a des stratégies communes. Quelles sont les personnes directement concernées par la découvrabilité dans le monde culturel? Ce sont les artistes, les créateurs de contenu culturel, que ce soit le cinéma, la chanson, la poésie, la sculpture, ce que vous voulez, ce sont eux qui sont concernés. Du côté des scientifiques, ce sont bien entendu les chercheurs qui sont concernés par la découvrabilité de leur production scientifique et des impacts qu'elle a dans la société. Indirectement, du côté culturel, ce sont les acteurs de la culture et des politiques publiques qui concernent la culture. Du côté scientifique, ce sont les acteurs de la recherche et des politiques publiques qui concernent la recherche. Mais finalement, des deux côtés, c'est le grand public qui est concerné. Le grand public, c'est le consommateur ou l'utilisateur des produits culturels. C'est lui que l'on cherche à atteindre à travers les plateformes. Et le grand public, c'est en fin de compte, les créations, les inventions scientifiques vont terminer comme des impacts sur le grand public. Alors, si on regarde maintenant les personnes directement concernées, l'impact de la découvrabilité, c'est-à-dire est-ce que votre chanson est écoutée dans la plateforme ou pas, ça a un impact direct sur les revenus des acteurs culturels et des artistes. C'est presque une question de vie ou de mort. Du côté de la science, c'est moins grave, c'est votre carrière. Est-ce que vos découvertes scientifiques sont connues, pas connues? Est-ce qu'elles sont citées ou pas citées? Ça a un impact sur vos carrières. Si le moteur de recherche, à partir des mots-clés qui caractérisent votre recherche, ne vous laisse passer qu'en position 150 ou 200 dans le rang des réponses, vous n'allez pas être très connu dans votre activité. Mais enfin, ce n'est pas une question, ça ne va pas affecter vos revenus, comme c'est le cas pour les gens du côté culture. L'enjeu technique, c'est la visibilité dans les plateformes, Netflix, etc., par le jeu des recommandations. Si vous êtes présent dans la plateforme mais que vous n'êtes pas recommandé, les gens ne vont pas atteindre vos contenus culturels. C'est la même chose si vous êtes présent dans les index des moteurs de recherche, mais que le classement de ces moteurs, quand on interroge des mots-clés qui devraient arriver sur vos produits, sur vos contenus scientifiques, vous laisse en dernière position, dans des positions très reculées. Les gens ne vont pas aller consulter votre article scientifique, votre site web, etc. Il y a un enjeu émergent, ce sont les outils de l'intelligence artificielle. On est dans une période qui commence à l'initié, pardon, je parle en espagnol, on est au début d'une période de transition qui va voir la perte d'influence des moteurs de recherche et le gain d'influence des outils de l'intelligence artificielle. Donc l'enjeu ne va être pour les deux côtés que les outils de l'intelligence artificielle vous reconnaissent et parlent de vos travaux si vous êtes scientifique ou de vos produits culturels si vous êtes du côté culture.
Donc, il va y avoir un changement. Ce ne sont plus tellement les plateformes qui vont recommander, c'est peut-être les outils d'intelligence. Ce ne sont plus les moteurs de recherche qui vont promouvoir vos travaux, ce sont les outils de l'intelligence artificielle. Et ça va être commun des deux côtés. La visibilité de vos contenus pour qu'ils soient découverts par les outils d'intelligence artificielle. Bien entendu, on peut exister sans avoir hors du monde numérique. Si vous êtes un chanteur et vous gagnez des prix, si vous êtes primé au Festival de Cannes avec votre film, vous allez avoir du succès, que les plateformes le veuillent ou non. Et en fait, les plateformes vont profiter de ce succès pour vous recommander. Si vous êtes un chercheur qui publie et que vos travaux sont référencés par des chercheurs qui eux-mêmes sont très bien référencés, vous allez avoir une bonne carrière de scientifique, vous allez être reconnu par vos pairs. Donc ça, c'est hors numérique. Quelle stratégie numérique au niveau individuel pour un artiste qui veut promouvoir ses contenus culturels, pour un chercheur qui veut promouvoir, c'est pas le sujet, mais je vais vous présenter une méthode que j'ai utilisée dans le cadre de mes recherches et qui a eu du succès incroyablement très rapidement en quelques mois, que j'appelle un faisceau convergent d'actions autour d'un nombre limité de mots-clés. Je vais en parler juste après. Mais ce qui nous intéresse dans cet atelier, ce sont les politiques publiques au niveau collectif, politique publique pour le numérique. Donc, on va en discuter, je vais pas les citer ici, ça va être le produit de l'atelier, mais il faut être conscient qu'il y en a une grande partie qui va être la même des deux côtés. Donc, ça vaut peut-être la peine, quand on parle de découvrabilité, de penser culture, mais aussi de penser science, de penser plus large. Donc, je vais ouvrir une parenthèse sur le sujet d'une stratégie individuelle pour obtenir la découvrabilité de vos contenus scientifiques. Avec l'idée, bien entendu, que ça peut vous inspirer d'autres thèmes dans la science, mais peut-être il y a des choses qui peuvent inspirer aussi les contenus culturels et les plateformes. À voir. Donc la stratégie, elle est simple, elle est basée sur des mots-clés. Mes travaux de recherche portent sur la mesure des langues dans l'Internet. Donc les mots-clés, c'est associer langue, Internet, langue web, langue indicateur, langue proportion, langue pourcentage, biais, langue, etc. Une série limitée, une dizaine, une douzaine maximum de mots-clés, et faire des actions qui vont mettre en évidence vos travaux, votre site web, vos articles scientifiques sur le web par rapport à ces mots-clés. Donc, chaque fois que vous publiez vos travaux dans un article scientifique, vous en faites la promotion dans LinkedIn, dans X et dans tous les réseaux que vous pouvez. Vous en parlez dans votre blog et vous mettez une présentation sur le sujet dans votre canal YouTube. Tout ça va contribuer à augmenter votre référencement. Même chose pour tous les projets techniques que vous faites, les rapports techniques, participation à une conférence, vous enregistrez votre participation, vous en parlez dans le blog, vous mettez la présentation dans le canal YouTube. Si on parle de vous dans les médias, de temps en temps, ça peut arriver, vous mettez dans votre site web des liens vers l'endroit où on parle de vous dans les médias. Donc, vous organisez une systématisation de toutes vos actions d'intérêt dans le monde de l'Internet. Et dans notre cas, on a même été encore plus loin parce qu'on a eu un budget de 2 ou 3 000 euros. On a demandé à des professionnels de la vulgarisation de vulgariser nos thèmes de recherche. Et bien entendu, en citant nos travaux. Donc, tout cet ensemble d'actions a permis que nous étions, si on utilisait nos mots-clés, en position 120, 130, 90 dans les rankings de Google avec le mot-clé, c'est quand même très désagréable. Et en 9 mois, on est monté dans les 10 premières places. Ça veut dire que si je cherche Internet, langue, indicateur, je vais voir que les 10 premières réponses des moteurs de recherche, Google ou autres, en anglais, en français ou en espagnol, vont donner 4 ou 5 des places à nos travaux. C'est ça le succès que je voulais vous montrer et qui est peut-être quelque chose qui peut inspirer d'autres personnes. Une chose qui manque dans le tableau qui est là et qui est très importante, je vous ai parlé de l'IA, il faut éduquer les moteurs de recherche et les moteurs de l'IA également. Moi, j'ai été systématiquement dans tous les moteurs de l'IA et je leur ai demandé quelle est la place de l'anglais dans l'Internet. Quand ils me répondaient 50%, je disais, mais quelle est votre source pour affirmer une chose pareille?
Mais attention, votre source, elle n'est pas sérieuse, c'est pas une source scientifique. Je vais vous donner une source scientifique. Donc, on peut éduquer les IA et on se rend compte que très peu de temps après, il y a du trafic qui arrive sur votre site depuis les IA. Ça veut dire qu'elles vous citent. Mais ce qui nous réunit dans cet atelier, c'est plutôt les politiques publiques pour les contenus francophones. Alors, la première chose qui est une évidence, ce genre d'évidence que tout le monde devrait savoir, mais que parfois on a tendance à oublier. Il n'est pas possible de faire des politiques publiques sur un secteur donné si on ne dispose pas, pour commencer, d'un diagnostic. Un diagnostic, ce sont des indicateurs fiables et renouvelables qui expliquent la situation. Et il n'est pas possible de faire des politiques publiques sérieuses sans mesurer leur impact. Et donc pour ça, il faut disposer dans le diagnostic d'une série d'indicateurs et après mesurer ces mêmes indicateurs pour voir si votre politique publique a eu un impact. Et cela pose la question de la mesure. Malheureusement, et je suis bien placé pour le savoir, ce champ, dans le cas de l'Internet et des langues, a été complètement laissé aux acteurs commerciaux. Les acteurs commerciaux ont des intérêts très précis, donc leurs données répondent aussi à des intérêts. Leurs méthodes ne sont pas transparentes, elles sont encore moins revues par des pairs, elles ne sont pas publiées et très très souvent elles sont biaisées. Alors si vous faites appel à leurs données, c'est extrêmement cher, mais ils vous donnent des miettes. Vous pouvez trouver des miettes comme ça dans l'Internet de données sur Netflix, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Ce sont toujours des miettes et vous n'avez pas la possibilité d'en évaluer les biais parce que vous ne connaissez pas les méthodes. Nous travaillons de notre côté depuis les années 90 pour mesurer la place des langues dans l'Internet. Je vous recommande de visiter notre site. Et le cri, si j'en ai un, c'est il faut impliquer les acteurs de la recherche. On ne peut pas continuer à laisser un secteur aussi important au niveau de l'impact aux personnes qui sont seulement dans le secteur commercial. Il faut que l'université, la recherche prennent ce domaine et travaillent dessus. Il n'y a aucune impossibilité pour faire des choses sérieuses. Donc pour ça, il faut des gens qui travaillent au niveau de la recherche. C'est ça ma recommandation principale. Une chose importante aussi, c'est le mythe. Si je pose la question, quelle est la place de l'anglais dans l'Internet? Les gens répondent en général, si vous posez la question, levez la main ceux qui pensent qu'il y a plus de 70% des pages en anglais dans l'Internet, il y a un certain nombre, 20% des gens vont le dire, plus de 50%, la majorité, presque 80% des gens pensent que c'est comme ça. En fait, c'est moins de 25%. Donc, je vous montre en bleu la courbe de mesure de la réalité et en rouge ce que pensent les médias. Très au-dessus de la réalité. On ne peut pas travailler sérieusement sur un sujet si on n'a pas d'indicateurs, mais c'est encore pire si on a des indicateurs biaisés. Et là, sur la place des langues dans l'Internet, on est dans un monde d'indicateurs biaisés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour introduire ce sujet. Merci beaucoup.